Les titres de votre magazine d'information du dimanche, médias et forces de sécurité, un rapport de force déséquilibré. Illustration, l'agression cette semaine contre la caméra woman Adja Ndiaye. Au-delà de l'indignation, les propositions ne manquent pas pour une relation plus apaisée. Nous recevrons le secrétaire général adjoint du SYNPICS, Maguette Ndong. Dans la rubrique Coin Eco, la relance de l'économie sénégalaise reste le sujet dominant. Une croissance à 2 chiffres à l'horizon 2023 est du domaine du possible. Mais les experts invitent à la prudence par rapport aux 14 000 milliards prévus pour financer le PAP 2A. À suivre l'entretien de Mamadou Ndiaye avec l'économiste Souleymane Assou Diagne de l'université de Bambey. Culture étrangère, les Zoulous en Afrique du Sud vous saluent bien. Rendez-vous dans cette totale avec le peuple du roi Chaka. Le diplomate pour parler de la présidentielle américaine du 3 novembre. L'hospitalisation de Donald Trump pour cause de Covid est-elle un tournant décisif dans son face-à-face avec Joe Biden? Nous proposerons la question à Samba Gadigo, professeur sénégalais basé aux États-Unis. Nous parlerons également de son concept Semben à travers l'Afrique. Ailleurs Touba va nous accueillir à quelques heures du Grand Magal. Takal sa masque ngir roy Serigne Bi, le ndigal du khalife fait fureur. Tranche de vie, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, l'incontournable, le 8e khalife général des Mourides. La vie des plantes, c'est l'affaire de Kessendour. Aujourd'hui, le rognier. Et puis, Ndeye Nancy Diouf fermera la marche avec la rubrique Bonne semaine, bienvenue. Journalistes, forces de l'ordre, les deux ne dansent pas le tango ensemble, plutôt une relation sur un air de « je t'aime moi non plus ». L'agression policière contre Adja Ndiaye, caméra woman à Dakaractu, continue de susciter l'indignation dans le milieu des médias. Cependant, les idées ne manquent pas pour apaiser la tension quasi permanente. Il en est ainsi de la création préconisée d'un comité comprenant des journalistes et des représentants des forces de sécurité. Les détails avec Adama Sarr et Moussa Fall. Les relations entre journalistes et forces de l'ordre ont-elles été toujours au beau fixe? À cette question, le journaliste et analyste politique Abdoulaye Mbow répond par la négation. Je ne dirais pas au beau fixe, et parce que quoi qu'on puisse dire, que ce soit sous le magistère du président Abdou Diouf, que ce soit sous le magistère du président Abdoulaye Wade et aujourd'hui sous le magistère du président Macky Sall, on a toujours eu des événements où des journalistes ont subi des brimades justement de la part des forces de l'ordre, que ce soit de la part de la gendarmerie moyennement, mais surtout de la police, compte tenu de certains événements sur le terrain où les journalistes sont appelés à exercer leur métier, autrement dit, aller à la quête de l'information au bénéfice justement des populations, aller à la quête de l'information pour informer justement les populations. Que ce soit les médias privés ou publics, mais surtout privés, ce sont c'est de ce côté-là que l'on sent le plus justement ce rapport, en tout cas assez tendu, assez souvent, entre professionnels de l'information et de la communication et justement les forces de l'ordre. Ainsi, pour raffermir les liens entre les deux parties, le journaliste préconise la création d'un comité. Il y a un moment où véritablement des sessions de formation étaient organisées par la police à travers sa direction des relations publiques. Et lorsque nous étions à quelques encablures d'élections, fut-elle présidentielle, fut-elle législative, fut-elle locale, ou lorsque nous nous acheminions vers certains événements où véritablement l'attention des Sénégalais est fortement retenue, il arrivait justement que des sessions de formation entre les journalistes et la police soient organisées. Et cela permettait justement de pouvoir donner la bonne information aux journalistes, de leur apprendre le comportement à tenir et à avoir lorsqu'ils sont sur le théâtre d'opération. Mais quoi qu'il en soit, il est opportun, il est urgent, il est important justement que ce comité dont vous parlez puisse être mis en place afin qu'il y ait un langage direct, un langage policé, un langage de compréhension entre les forces de défense et de sécurité à travers la police, mais surtout les médias de manière générale, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, les médias grandissent. Pour la Convention des jeunes reporters, c'est toujours la colère. Selon son président,
L'attitude des forces de l'ordre vis-à-vis de la caméra-woman de Dakar Actu est à dénoncer. C'est un fait très, très déplorable dans un pays de gens civilisés comme le Sénégal. La Convention des jeunes reporters ne saurait justifier de tels actes de barbarie, comme on l'a souligné. Et que les journalistes, quoi qu'on puisse dire, sont sur le terrain pour exercer un droit constitutionnel, le droit à l'information au peuple. Donc, je ne pense pas que la situation pourrait avoir des tournures au point que des forces de l'ordre puissent exercer leur force sur des journalistes. Si la mission des forces de police est de maintenir l'ordre, celle des journalistes est d'informer. Dès lors, une entente entre les deux parties est nécessaire pour la bonne marche de la démocratie. Et nous recevons comme promis le secrétaire général adjoint du SYNPICS, Maguendong. Bonsoir. Bonsoir Mamadou. D'abord, quelles sont les dernières nouvelles sur l'état de santé de notre consoeur Adja Ndiaye? Écoutez, aux dernières nouvelles, Adja Ndiaye, qui a été agressée quand même sauvagement par les éléments de la police, se sentait très mal quand même, il faut le dire. D'ailleurs, notre secrétaire général Bamba Kassé, il est même allé à son chevet et puis la voir, et puis à la suite, en tout cas, il a informé de son état. Adja se sentait vraiment mal, elle avait mal partout, et puis cela... Elle est sérieusement atteinte. Sérieusement atteinte quand même, il faut le dire. Mais bon, je ne sais pas si encore elle est sortie de l'hôpital, mais jusqu'à vendredi, elle était toujours à l'hôpital. Peut-être que le week-end, elle a pu peut-être sortir. Mais c'est ce que nous souhaitons en tout cas, qu'elle puisse sortir rapidement et retrouver son travail et sa famille. Mais toujours est-il que vraiment l'agression dont elle a été victime a été vraiment critiquée par tout le monde, a été vraiment interprétée par tout le monde comme vraiment un acte qui a été posé contre la presse de manière générale. Parce que c'est la énième fois encore que la presse subit de telles exactions venant de la police. Donc je pense que nous tous, en tout cas acteurs de des médias, nous pensons qu'il est temps que vraiment la police arrête et qu'on puisse travailler vraiment dans un esprit vraiment ouvert et puis tolérant aussi. Oui, il y a eu une vague d'indignation, comme nous l'avons noté. Vous avez justement déposé une lettre de protestation entre les mains du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Quelles sont les mesures prises aujourd'hui par les autorités? Écoutez, les mesures prises par les autorités, surtout par le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, je pense que c'est des mesures salutaires. D'abord, quand il a reçu les acteurs de la presse, surtout en tout cas les actions de la presse et la société civile, ainsi qu'en tout cas toutes les structures qui ont condamné cette agression, il a dit qu'il va instaurer une commission d'enquête au sein même de la police. Et puis qu'il y a le service qui est dirigé par l'inspecteur, en tout cas le commissaire Aron Sy, qui dirige actuellement cette enquête. Ensuite, nous avons entendu même que Adja a été entendu, de même que les éléments qui ont été incriminés dans cette agression. 4 policiers qui auraient été auditionnés. Effectivement. Oui. Vous le confirmez, ils sont au nombre de combien, vous dites? Entre 4 et 6. Entre 4 et 6. Entre 4 et 6, donc ils ont été entendus. Et ça, vous pouvez le confirmer. Effectivement, ils ont été entendus. Et nous osons espérer que vraiment cette enquête-là va aboutir. D'autant plus que l'enquête a été confiée à un policier professionnel. Aron Sy, je pense que tous les Sénégalais connaissent qui est le commissaire Aron Sy. Et nous osons espérer que cette enquête-là, au finish, en tout cas tout ce qui sera en tout cas sorti de cette enquête-là sera connu de tous les Sénégalais. Parce qu'actuellement, l'opinion veut savoir qu'est-ce qui a été à l'origine de cette agression barbare. Nous aussi, presse, nous voulons savoir ce qui a été à l'origine. C'est pourquoi nous tous nous attendons et nous veillons vraiment au grain. Nous espérons que le ministre de l'Intérieur va nous donner en tout cas tous les éléments de cette enquête et que voilà, les gens seront édifiés. Est-ce qu'il y a une plainte qui a été déposée? À ma connaissance, il y a Dakar Actu quand même, groupe auquel Adja travaille présentement, qui avait émis le souhait de déposer une plainte. Ils l'ont fait ou pas, je ne sais pas encore pour le moment, mais toujours est-il que quand le ministre a reçu les organisations de presse, les acteurs de la presse, mais nous tous, on était vraiment d'accord de la tournure des choses. C'est-à-dire que d'abord, il doit y avoir une enquête. Maintenant, de l'aboutissement de cette enquête-là dépendra de tous. La suite de cette affaire-là. Si vraiment nous sommes contents peut-être des éléments qui ont été fournis
à la fin de cette enquête, c'est sûr que peut-être on va cesser tout encore. Mais si on n'est pas encore d'accord, et nous osons espérer que vraiment la police fera son travail exactement comme elle le fait toujours dans des cas pareils, alors nous, on serait obligé vraiment de faire peut-être l'enquête et puis d'aller dans les tribunaux pour qu'on soit édifié. Alors, le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a préconisé le système de caméras embarquées qui permet de surveiller ou qui devrait permettre de surveiller les abus éventuels des forces de l'ordre. Cette mesure va-t-elle dans le sens du combat que vous menez pour la protection des professionnels des médias? Bon, lui, quand il le dit, je pense que peut-être pour lui, c'est beaucoup plus efficace de savoir ce qui se passe en cas d'intervention. Mais il faut peut-être faire comme les Américains, c'est-à-dire tout policier qui est en opération, en tout cas qui exerce, doit avoir un numéro de matricule pour que vraiment, quand il y a peut-être incident, quand il y a problème, qu'on puisse savoir si ce matricule tel a peut-être levé le doigt sur telle personne. Ça, vraiment, nous sommes d'accord par rapport à ces mesures-là qui seront prises pour que vraiment les policiers puissent savoir que quand ils sont sur le terrain, ils ne sont pas là pour violenter les gens, mais ils sont là pour maintenir l'ordre. Et quand on dit maintenir l'ordre, c'est aussi respecter les autres citoyens. Parce qu'il faut le dire aussi, les policiers sont des agents assermentés, mais ils ne sont pas au-dessus de nos lois et règlements. Donc nous pensons que Aly Ngouille Ndiaye, comme il l'a toujours dit, il va en tout cas donner aux policiers ces caméras embarquées là, mais aussi qu'à tout moment, un policier qui commet une exaction puisse être en tout cas identifié, puisse être peut-être introduit en commission de discipline par exemple. Et puis il y a aussi chez les journalistes, est-ce qu'il ne faut pas aller davantage dans le sens de mieux identifier les journalistes quand ils sont dans des situations de tension? Parce que cela arrive, le journaliste il peut même être dans un champ de bataille, de guerre et autres. En tout cas, des situations de tension. Est-ce que vous y travaillez pour que le journaliste soit identifié et donc protégé? Absolument, Mamadou. Moi, je pense que même aux dernières élections présidentielles, il était question quand même que les journalistes puissent porter des gilets presse, pour qu'on puisse identifier qui est journaliste, qui ne l'est pas. Encore que même si vous portez le gilet journaliste, vous n'êtes pas réellement journaliste. Le journaliste, c'est celui qui a une carte professionnelle. Oui. Et par rapport à cela, je pense qu'il y a une commission qui a été installée et qui doit travailler pour délivrer, en tout cas, la carte nationale professionnelle de presse à qui de droit. Et cela va permettre quand même d'assainir, comme on l'a toujours dit, le milieu de la presse. Parce qu'il faut le dire aussi, Mamadou, dans ce métier-là actuellement qu'on exerce, il y a beaucoup de gens qui sortent de nulle part, qui exercent, qui tendent le micro, qui sont dans les hôtels, qui font n'importe quoi. Justement, tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais on a l'impression que personne n'agit. Mais concrètement, où se trouve le blocage? Le blocage, c'est nous-mêmes, Mamadou. Parce que nous, acteurs de la presse, qui avons peut-être des diplômes dans ce métier, qui aimons ce métier-là, c'est à nous d'assainir avant même que le gouvernement puisse en tout cas nous permettre de faire certaines choses, ou bien nous permettre, en tout cas, de par les lois, d'exercer ce métier-là. C'est à nous vraiment d'être engagés, de savoir que c'est un métier qui est noble, c'est un métier qui est respecté par le monde, et qu'il est temps qu'on assainisse, qu'on puisse vraiment savoir qui est journaliste, qui ne l'est pas, et puis permettre en tout cas aux vrais journalistes d'exercer librement, et puis de manière très apaisée aussi leur métier. Oui. Donc, on voit. Oui. C'est nous donc le problème. C'est ça. Parce que depuis, il faut le signaler aussi, depuis qu'on a installé la commission nationale sur la carte de la presse, est-ce qu'il y a eu une évolution? Non, il n'y a rien. On a fait une annonce, par la suite les gens se sont tués, il n'y a pas une évolution du tout. Donc je pense que c'est tout le monde, tous les acteurs en tout cas de la presse qui sont sérieux, qui veulent ce métier, qui aiment ce métier, attendent vraiment que cette commission-là puisse faire son métier comme sa mission. Alors, des propositions sont préconisées ça et là. On l'a entendu dans le sujet d'Adama Sarr tout à l'heure. Certains confrères proposaient la mise en place d'un comité qui représenterait les forces de sécurité, le représentant en tout cas, et aussi du côté des journalistes, des professionnels des médias, qu'on ait des représentants pour un peu apaiser cette relation qui est souvent tendue. Une bonne proposition. Est-ce que vous-même, Synpics, vous avez des propositions concrètes? Mais oui, je pense que même le ministre Aly Ngouille Ndiaye, il a fait une proposition pareille. Quand il a reçu les acteurs de la presse suite à l'agression d'Adja Ndiaye. Mais nous, on est toujours preneurs sur vraiment un cadre qui va permettre des échanges entre forces de défense et de sécurité et journalistes. Parce que
l'autre l'a dit sur l'élément qu'on vient de voir, toujours on est appelé à partager le terrain entre journalistes, policiers, journalistes, gendarmes et journalistes parfois même militaires. Donc, il y a besoin quand même de se connaître, de connaître qui est qui, qu'est-ce qu'il fait, quel est son métier, quelle est sa mission pour le Sénégal. Mais on a comme l'impression que les policiers, de ce côté-là, il y a un problème. Il faut le dire, il y a un problème. Pourquoi il y a autant d'agressions et la plupart des cas, c'est les policiers qui commettent ces agressions contre les journalistes. Parce que de ce côté-là, il appartient au ministre Aly Ngouille Ndiaye et surtout à la hiérarchie policière de faire des sessions de formation aux éléments de la police pour qu'ils essaient de savoir ce que c'est vraiment un journaliste. Quelle est sa mission dans une société. Parce que nous tous, on a voyagé, on a fait d'autres pays. On voit la télévision parce que quand il y a manifestation. Par exemple, aux États-Unis, quand il y a l'agression de George Floyd, on a vu la presse américaine et la presse internationale couvrir ces manifestations-là, sans pourtant qu'il y ait vraiment d'agression sur les journalistes. Peut-être il y avait des agressions sur les manifestants, mais les journalistes quand même exerçaient librement leur métier. Donc de ce côté-là, il y a lieu quand même que la police puisse savoir la mission réelle du journaliste dans une société. Parce que nous, comme eux aussi, on est vraiment des éléments déterminants ici au Sénégal et en tout cas dans tous les pays du monde actuellement. Merci Maguette Ndong, secrétaire général adjoint du SYNPICS, qui était venu nous parler de cette affaire Adja Ndiaye, notre consoeur qui a été agressée cette semaine par des forces de l'ordre. Et d'ailleurs, nos prières de prompt rétablissement à cette brave consoeur. Merci Maguette Ndong. Merci Mamadou. Et bonsoir chez vous. La suite de La Totale. Coin Éco, relance économique. Le conseil présidentiel de mardi dernier s'est terminé avec des chiffres hallucinants. 14 712 milliards de francs CFA à mobiliser, dont 33% par le secteur privé national. Le chef de l'État qui présidait la rencontre a profité de l'occasion pour acter le lancement du PAP 2A. Un taux de croissance à deux chiffres de 13,7% est projeté en 2023. Possible de l'avis d'un expert en intelligence économique, il est toutefois déconseillé aux autorités d'injecter, dans l'immédiat en tout cas, le gros montant annoncé en raison de certaines spécificités. Le dossier de Mme Abdou Gaye Kassé plutôt avec Seydina Ndiaye. La réactivité de l'État pour sauver l'économie nationale agonisante est louée par cet économiste expert en veille et intelligence économique. Cependant, il estime que ce serait un vrai gâchis que d'injecter d'art les milliards annoncés dans des secteurs stratégiques comme la pêche, l'agriculture et le tourisme, du fait de certaines réalités. Oui, on doit aller vite, ne pas attendre que le pays soit totalement, que l'économie du pays soit totalement à terre pour se projeter. Mais il faut aussi le faire avec prudence et ingéniosité. Comment? Parce que quand on prend cette période hivernale où il est question aujourd'hui d'aller vite et d'aller dès maintenant, d'aller dans la relance dès maintenant, quand on prend cette période hivernale, on sait que l'agriculture est en soudure, qui représente quand même un pourcentage assez important en termes sur le PIB. Le tourisme est en fin de saison. Et on voit également que le secteur de la pêche est au ralenti. Ces trois secteurs cumulés représentent 20 à 23% du PIB sénégalais. Donc quand vous investissez de l'argent sur ces trois secteurs, sur cette période-là, vous êtes sûr que vous n'aurez pas les résultats escomptés à la fin de l'année. À ses aises, notre interlocuteur explique qu'avec le choc violent et sans précédent subi par notre économie à cause de la pandémie, des réformes sont plus que nécessaires. Il y a une urgence. L'urgence, c'est qu'il faut relancer l'économie de façon rapide, efficiente. Est-ce qu'il faut procéder par une réforme de façon globale ou est-ce qu'il faut procéder à une réforme partielle, c'est-à-dire que par une réforme de façon progressive sur l'ensemble de la structure de l'économie. Mais l'économie sénégalaise, oui, a besoin d'être réformée par rapport à la nouvelle orientation mondiale, mais aussi réformée par rapport à l'orientation de notre économie qui va être une économie totalement, ou en tout cas en grande partie pétrolière ou gazière. La croissance à deux chiffres pour 2023 prévue par le gouvernement est réalisable. Cheikh Mbacké Sène avance deux hypothèses. Je suis de ceux qui croient que l'investissement
au niveau des infrastructures consenties par le pays depuis pratiquement, je dirais, un certain nombre, plus d'une décennie, auront leurs résultats. Tous ces investissements lourds qui sont des investissements structurants aujourd'hui auront à partir de 2021 voire 2023 donc leur impact dans notre économie. C'est un point de plus pour certains secteurs, 2 points de plus pour d'autres secteurs, cumulés font qu'on peut espérer avoir une croissance, un taux de croissance quand même qui arriverait à deux chiffres. Parce qu'on a des pays qui sont non pétroliers en Afrique qui ont des croissances qui avoisinent les 2 chiffres. Et pourquoi pas le Sénégal qui s'inscrit aujourd'hui dans une économie totalement gazière et pétrolière. En septembre dernier, le Fonds monétaire international prévoyait une croissance négative de 0,7% pour le Sénégal en 2021. Contrairement à cette prévision, celle-ci devrait connaître un bond de 5,2%, puis 7,2% en 2022, avant de franchir le cap des 2 chiffres pour atteindre 13,7% en 2023. Une croissance qui, si jamais elle venait à se réaliser, serait une première dans l'histoire du pays de la Teranga. Et le coin éco de la Total dimanche 4 octobre reçoit Souleymane Astou Diagne, professeur d'économie à l'Université de Bambey. Bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Mamadou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. La crise sanitaire, pour planter le décor sans précédent que traverse le Sénégal, a impacté son économie qui peine à se relever. Le récent conseil présidentiel dédié à la relance économique a souligné la sévérité de la crise pour justifier la puissance des effets de levier à mobiliser en vue de redonner de la vigueur et de la puissance à notre économie. Le concept de souveraineté a été revisité et agité comme moyen de rectifier la trajectoire du PSE en privilégiant les investissements internes. Les projections tablent sur plus de 14 000 milliards de francs CFA à mobiliser. La rectification a-t-elle pris la bonne mesure des défis à relever? C'est une des questions qui seront posées par Mamadou Ndiaye. Bonsoir donc tous les deux, c'est parti. Bonsoir professeur. Bonsoir Mamadou. Merci de vous revoir encore. Merci beaucoup. Quand les politiques parlent économie, ça fait sourire, hein? Non, ça ne fait pas sourire. En réalité, les politiques doivent parler d'économie. Parce que la gestion politique a en son cœur, en fait, le développement de l'économie. Parce que jusqu'à présent, ils avaient une perception très politicienne justement de l'économie, c'est-à-dire un effet immédiat, un résultat immédiat. Or, pour bâtir une économie, il faut peut-être l'envisager dans une perspective de durée. Si bien que, comme on a toujours dit des politiques, ils pensent effectivement à la prochaine consultation électorale. Oui, ça c'est une déformation du politique qui, quand il agit, a toujours en perspective l'élection présidentielle ou l'élection législative ou municipale. La contrainte de la réélection fait que le politique a un agenda qui n'est pas trop conforme aux réalisations en fait, qu'impose le temps de maturation pour sortir les projets de terre. Mais en réalité, aujourd'hui au Sénégal, comme l'a dit tout à l'heure Mamoudou, la crise a sévèrement frappé notre économie. Je pense que même les projections qui ont été faites ne me semblent pas être en conforme avec la réalité. Mais ça, nous le verrons à la fin de l'année 2020. Mais je pense que les années à venir seront extrêmement compliquées, extrêmement difficiles à gérer, au regard de la conjoncture internationale qui est aujourd'hui très difficile. Et vous savez que quand c'est fermé au niveau de l'Europe, des États-Unis et particulièrement en Chine, ça a des répercussions négatives sur notre économie. Parce que l'économie mondiale est une locomotive et que la tête de la locomotive se trouve dans ce qu'on appelle la triade, c'est Europe, États-Unis, Japon et Chine. Il y a également d'autres choses. Vous avez vu sur les projections gouvernementales que les recettes fiscales ou bien les recettes budgétaires vont baisser quasiment de 350 voire 400 milliards. Alors que nous avons depuis au moins 5 à 6 ans une croissance qui est tirée exclusivement par les dépenses publiques. Donc ça aura un impact extrêmement important sur la croissance. S'y ajoute également les déficits. D'accord. Les déficits sont en train d'augmenter dû aux efforts structurels qu'impose la Covid. Et également la gestion de la dette aujourd'hui qui va poser également un problème parce que à partir de 2021, nous serions dans l'obligation de rembourser correctement la dette. Le moratoire va expirer. Et vous savez, pour la plupart des pays africains, le premier poste budgétaire, c'est la dette. Alors, le Sénégal a 2 contraintes majeures. Il y a non seulement la dette,
Mais il y a également le traitement des fonctionnaires qui également est très soutenu dans le budget qui va diminuer de 300-400 milliards. Donc moi, je pense qu'en tout cas, que les années à venir seront des années extrêmement compliquées au plan économique. Alors, le président, il était seul face donc, aux opérateurs économiques, aux observateurs, aux acteurs de l'économie, pour parler justement d'une rectification peut-être de trajectoire du plan Sénégal émergent. On l'a vu tout de suite dire, je pense à des souverainetés, notamment alimentaires, sécuritaires, et peut-être même sanitaires, surtout sanitaires. Cette injonction nouvelle, cette impulsion allais-je dire, nouvelle, donne-t-elle une idée de ce que va être notre économie au sortir justement de la crise sanitaire? Oui, il a raison de parler souveraineté, et ce n'est pas uniquement qu'au Sénégal que la question de la souveraineté se pose. Je crois que l'effet confinement a montré qu'on pouvait se lever face à un risque systémique, de pouvoir faire face au plan interne ou au plan national par rapport à ses propres besoins. Alors, et donc, il a raison de souligner que si nous devons en fait prendre une option, c'est celle de la souveraineté. Souveraineté alimentaire, pharmaceutique, sanitaire, etc. Et je pense que la souveraineté doit commencer par le fait déjà de produire sur place. Alors, si on ne produit pas sur place, on a vu le cas des masques, par exemple. Dans un ouvrage que j'ai publié il y a 2-3 mois, j'ai parlé du cas du Sénégal, de la France. C'est-à-dire que le cas de la France est même plus éloquent, parce que la France, 58% de son budget, 50% de ses dépenses publiques constituent son PIB. La France également dépense énormément dans la santé et l'éducation. Mais la France n'arrive pas à date opportune de donner des masques à son personnel soignant et à son personnel de sécurité. Et ça pose un problème. D'accord? Le Sénégal est également confronté avec le problème des masques. Alors, donc, il faut recentrer l'économie sur les fondamentaux, c'est-à-dire d'essayer de produire sur place. Mais quoi produire? Ce n'est pas les produits de la mondialisation qui font qu'en fait, on nous emballe dans le tout consommé, la surconsommation, qui au finish ne nous rapporte pas grand-chose sur le plan de la souveraineté. Aujourd'hui, sur le plan sanitaire et surtout sur le plan pharmaceutique et médicamenteux, nous devons faire des efforts dans la recherche scientifique. Et ça, pour ce faire, il faut cumuler les centres de recherche des universités, des laboratoires, des centres de recherche privés, et même aussi trouver des passerelles sur le continent, parce qu'une recherche scientifique à l'échelle continentale serait plus résiliente, serait également plus souhaitable, pour qu'on puisse ensemble, dans des protocoles, aboutir à des médicaments, à des solutions médicales qui permettent de renforcer en fait la souveraineté sanitaire au niveau du continent. Et ça, je crois que nos universités à l'état actuel doivent être réformées, parce que dans nos universités, il n'y a pas suffisamment de recherche, même si nos universités parviennent quand même à produire des scientifiques de renom comme le professeur Souleymane Mboup, mais il n'en demeure pas moins que dans l'agenda du politique, la recherche scientifique est totalement absente. Mais on a vu quand même que par rapport à la Covid et à la riposte sénégalaise face justement à la pandémie, qu'il y a eu quand même une très bonne réponse articulée et surtout peut-être stratégiquement bien posée. Au point que, sur le plan mondial, le Sénégal quand même a été très visible. Mais le président, saisissant justement le conseil présidentiel, a dit que d'abord notre souveraineté médicale pourrait résulter effectivement des résultats que nous avons pu obtenir au plan médical. Est-ce que nous ne pouvons pas saisir justement cette opportunité-là pour positionner le pays sur le plan justement des plateaux médicaux, sur le plan peut-être de la mise en œuvre, n'est-ce pas, d'une stratégie médicale qui ne s'arrêterait pas simplement au Sénégal, mais peut-être qui s'aimerait à l'échelle du continent, et du coup nous valoir sans doute peut-être des lauriers. Oui, il a raison. Je crois qu'il y a un aspect qui, si on ne s'y prend pas garde, tous les efforts consentis vont aboutir à quasiment rien. C'est en fait toutes les réformes institutionnelles et organisations des secteurs de la santé et de l'éducation. Aujourd'hui, moi j'ai conduit en 2018 ou 2019 une étude sur les dépenses publiques au Sénégal. Cette étude avait conclu que plus de 88% des dépenses sociales de l'État du Sénégal étaient indexées sur la santé et l'éducation. Mais si vous regardez aujourd'hui de très près, ce sont les secteurs qui aujourd'hui sont en crise permanente. Alors, pourquoi on injecte autant d'argent dans ces secteurs et
que ces secteurs n'arrivent pas à se stabiliser, à produire en fait un service de qualité. Aujourd'hui, vous demandez aux Sénégalais, on n'a pas besoin de faire l'élémentaire pour le savoir, les Sénégalais ne sont pas du tout satisfaits pour la plupart de notre système de santé, mais également de notre système éducatif. Il y a beaucoup de lacunes à corriger. Alors pour ce faire, il y a non seulement l'appui budgétaire, mais l'appui budgétaire est une des composantes, et ce n'est pas la composante principale. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut capaciter l'administration de notre organisation sanitaire, bien les former, bien les recruter, d'accord, les mettre dans un environnement de travail qui est compétitif et qui est souhaitable. Et après maintenant, il faut mettre le contenu, c'est-à-dire mettre les réformes organisationnelles pour qu'on puisse savoir, pour qu'on puisse évaluer le système à temps et pouvoir déceler à chaque fois les goulots d'étranglement pour permettre aux Sénégalais moyens de pouvoir accéder à la santé. Aujourd'hui, vous allez dans les régions reculées, Kédougou ou Matam, Tambacounda et autres, le Sénégalais moyen éprouve d'énormes difficultés à se soigner, oui, à avoir accès à une santé de proximité. Alors, et ça, c'est un point important. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on pense que le tout, c'est Dakar, mais même à Dakar, les problèmes de santé sont extrêmement aigus. Aujourd'hui, vous avez vu que nos hôpitaux suffoquent par rapport à la demande qui s'exprime sur la région, parce qu'il nous faut encore d'infrastructures, il nous faut encore des médecins, il nous faut encore des spécialistes pour supporter en fait tout ce poids du système de la santé. On pourrait dire également la même chose sur l'éducation, mais au demeurant, si nous voulons réussir la période post-Covid-19, il faut entamer des réformes. Et ça, moi, j'interpelle les journalistes que vous êtes sur un point. Moi, j'ai l'habitude de voir, par exemple, en France, aux États-Unis, quand des ministres passent dans des départements, ils y laissent des empreintes avec des lois, des réformes majeures. Parce que quand un pays avance, les règles du jeu ont tendance à se modifier, se conformer à la réalité. Et ça, c'est la réforme qui permet de le faire. Et la réforme ne peut passer que par le politique. Mais on a entendu le chef de l'État pousser ses ministres à la réforme. Oui. Allez-y, réformer. Pourquoi on ne veut pas réformer ou on ne peut pas réformer? Alors, pour moi, il y a deux choses. La première chose, c'est le coût politique. Le coût politique d'une réforme est extrêmement élevé. On a vu, même aux États-Unis, en France et partout ailleurs, des ministres rendre leur démission parce qu'ils n'avaient pas la possibilité politiquement de continuer. Parce que changer les règles du jeu est très complexe dans nos sociétés, parce que les gens anticipent sur ce qu'ils vont perdre par rapport à la nouvelle articulation des règles du jeu, et ça peut amener des crises politiques avec des grèves perpétuelles. Oui. On change de car rapide, vous entendez des gens qui vont trouver tellement de vertus au car rapide que finalement, personne ne bouge. Ouais. Et ça, il faut pour moi de la volonté et du courage pour braver en fait ces défis. Parce que la politique également, ça se fait avec du courage, de l'abnégation, ça se fait avec de la constance. Donc, pour moi, les ministres et le personnel politique qui est en charge des réformes doit se requinquer de courage, d'énergie pour pouvoir faire face à ces évolutions que nous impose. Alors, passons rapidement. Mais il y a un autre aspect également qui est important dans ça, c'est également la compréhension que les politiques ont de nos problèmes. Parce que si le politique n'a pas une bonne compréhension des phénomènes qui se jouent, il ne pourra pas impulser des réformes. Et la réforme naît de la compréhension du politique qui, aujourd'hui, entrevoit des déformations par rapport aux règles de jeu en place, et maintenant qui impulse au plan politique une réforme. Et ça, je crois... De ce point de vue, 3 minutes pour finir. Je pense que le professeur est très bien outillé et il a ses entrées justement dans les hauts lieux de la décision dans ce pays-là. Il sait de quoi je parle. Mais professeur, le plan de relance s'impose également de réveiller la fortune sénégalaise, le potentiel d'investissement au Sénégal. D'où l'idée de miser justement sur les investissements internes. Est-ce qu'on peut mobiliser l'épargne intérieure aux fins de développer justement notre économie? Oui, l'épargne intérieure est un impératif. J'écrivais d'ailleurs il y a 2 jours un papier sur ça, et j'ai vu en faisant la comparaison que notre épargne intérieure était extrêmement faible quand vous faites la comparaison avec des pays comme l'île Maurice, comme la Côte d'Ivoire, comme l'Afrique du Sud.
on a un niveau d'épargne intérieure qui est très, très, très faible. Je crois qu'on n'est pas loin de 12%, alors que les autres sont à plus de 25%, voire même 30% de taux d'épargne. Alors, sans épargne intérieure, on ne peut pas durablement investir dans des secteurs moteurs de la croissance. Parce que nous sommes dans une période d'après-Covid caractérisée par une raréfaction des ressources sur l'international. Tous les pays sont en crise. Aujourd'hui, on doit maintenant tirer un levier sur l'épargne intérieure, pousser les Sénégalais à épargner, mais également, l'épargne doit reposer également sur le revenu. Parce que, ça c'est ce que j'enseigne souvent, c'est la fameuse théorie keynésienne, l'épargne est fonction du revenu. Donc, plus une personne a un revenu et plus elle épargne. Si les gens n'ont pas suffisamment de revenus, ils ne pourront pas épargner. Et donc pour moi, il faut une stratégie nationale pour doper la compétitivité, doper la productivité par des mécanismes et des réformes dont je viens de parler sur le plan des facteurs de production pour permettre aux Sénégalais d'accroître le revenu et de pouvoir épargner davantage. Alors j'aimerais bien justement que vous souligniez avec moi, si vous le consentez, un certain paradoxe. On fait appel au privé national, mais en même temps aussi on ouvre justement les vannes pour que il y ait des acquisitions sur le plan étranger. Est-ce que justement ces deux logiques peuvent cohabiter ensemble? Et vous avez 30 secondes. Oui. Je n'y peux rien parce que c'est le temps qui est ici fait. Oui. Faire appel au secteur privé international, également, c'est un impératif. Tous les investissements que nous devrions consentir sur l'état de notre économie ne peuvent pas se faire au plan interne. Donc, il faut ouvrir au capital financier international. Même s'il faut saluer que le gouvernement du Sénégal a fait passer de 22% de la participation du secteur privé à 39% pour le PAP 2 ajusté et accéléré. Merci. Les économistes, messieurs les économistes. Il y a un projet éditorial de réunir un certain nombre justement d'économistes. Mamadou Ndiaye ne lâche jamais l'économie. Parce qu'ils sont d'accord tous les quatre, Chérif, professeur Souleymane Diagne et Khadim Bamba Diagne, justement pour qu'on tire un peu sur notre économie, quelle est sa trajectoire actuelle. Je pense que vous êtes tous favorables à ce débat. Absolument. Eh bien, Immédiat est favorable pour justement animer ce plateau. Absolument. Moi, je suis heureux de revenir ici. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir tous les deux. Merci. Une dose de culture, le débat ne se termine pas. Une dose de culture. Après les baoulés en Côte d'Ivoire, nous allons à la découverte du peuple zoulou. Le zoulou, un bantou sédentarisé et majoritaire en Afrique du Sud. Après avoir unifié son peuple, le roi Chaka, le célèbre roi, en a fait un clan de 1500 personnes à côté de sa puissante armée, sa vannerie, ses perles et ses chants qui sont très célèbres. Abdourahmane Ly, récit. Les Zoulous sont un peuple bantou d'Afrique en partie sédentarisé qui se trouve principalement en Afrique du Sud. Amazulu, ou le peuple du ciel, fut unifié par le roi Chaka qui fit de son clan de 1500 personnes une nation redoutable par la conquête et l'assimilation. Reconnus pour leur armée formidable, les Zoulous se heurtent aux colons et à l'armée britannique au XIXe siècle avec un acharnement et des tactiques qui prirent à plusieurs reprises les Européens au dépourvu. La majeure partie des Zoulous aujourd'hui sont cultivateurs, mais l'urbanisation en a attiré un grand nombre au cours du XXe siècle. Les Zoulous urbains se trouvent principalement à Witwatersrand, zone minière dans la province de Gauteng, comprenant Johannesburg, et à Durban, port important de KwaZulu-Natal. La vannerie, la garniture de perles et les chants zoulous sont célèbres. Sur le plan politique, les Zoulous sont actuellement profondément divisés entre partisans du Congrès national africain, ANC, et ceux du parti Inkatha de la Liberté, IFP. De violentes émeutes éclatées entre ces partis en attendant la première élection de l'après-apartheid. L'IFP l'a emporté à KwaZulu-Natal, mais son vote est légèrement en recul aux élections récentes. Depuis quelques années, l'IFP s'est joint à une coalition d'unité avec l'ANC. Il y a toujours de belles couleurs avec les Zoulous. Bonsoir Abdourahmane Ly. Bonsoir Mamadou. Et quelles sont les spécificités de la culture zoulou?
Alors, la culture zoulou, d'abord, est la culture la plus représentative, disons, en Afrique du Sud. Et ce qui l'explique, c'est deux facteurs, essentiellement. Le premier facteur, c'est sa représentativité, c'est-à-dire près de 24% de la population sud-africaine est zoulou, actuellement en Afrique du Sud. L'autre facteur, disons, c'est son histoire. Nous connaissons tous l'histoire de Chaka Zulu. Nous avons eu à regarder les séries avec, dans toutes les chaînes, pratiquement, sur toutes les chaînes pratiquement africaines, l'histoire de Chaka Zulu, qui est un guerrier connu de tous pratiquement. Alors cette histoire-là a fait également que cette culture zoulou-là soit connue en tout cas de tous et soit célèbre à ce point. Et quelle autre ethnie avez-vous pu découvrir? Alors oui, en Afrique du Sud, il y a 34 ethnies au total. 34 ethnies. Mais rassurez-vous, on ne va pas vous citer toutes ces 34-là. On va vous citer juste quelques-unes. Alors, le Tossa, par exemple, c'est une ethnie qui représente, c'est la deuxième ethnie qui a une représentativité, j'ai envie de dire, de 18%, disons, en Afrique du Sud, quoi, la culture sud-africaine. Alors, c'est la deuxième ethnie. Nelson Mandela, qui était le président sud-africain, fait partie de cette culture Tossa. Il y avait également Myriam Makeba, que vous connaissez très certainement, qui est connue au Sénégal à travers Kumba Gawlo Seck, qui a repris une de ses chansons, Fa 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 Fa. Alors, elle est zoulou. Alors, Nelson Mandela, en son temps, il disait que la culture zoulou, la culture Tossa, accorde une importance capitale au bétail, voire mystique même. C'est ce qu'il disait. Alors, la culture Tossa. On a également la culture des Swazis. Les Swazis, c'est également une autre culture qu'on peut retrouver en Afrique du Sud. Alors, eux, c'est une culture, j'ai envie de dire, ou un peuple assez agricole. Ils accordent une importance assez particulière, disons, à l'agriculture. Alors, c'est ce qu'ils font actuellement en Afrique du Sud. Et ils parlent une des 11 langues sud-africaines, dont qui est le Swati. Le Swati, c'est cette langue sud-africaine qui est parlée en Afrique du Sud et bien entendu par les Swazis. Il y a également les Afrikaners, si vous me le permettez. Les Afrikaners sont c'est ce peuple-là, ces peuples blancs qui est représenté en Afrique du Sud. On les appelle les Afrikaners. Donc, ce sont eux qui sont, les Afrikaners sont ce peuple-là, si je puis dire, blanc, qui est représenté en Afrique du Sud, pour ainsi dire que l'Afrique du Sud est une nation arc-en-ciel. Exactement. Voilà. Et pour terminer, Abdourahmane, on ne va pas parler de l'Afrique du Sud sans évoquer l'apartheid. Alors oui, j'ai envie de dire, c'est une page assez sombre de l'histoire de ce pays. Alors, c'était une période assez compliquée, de 1948 à 1991, une période très compliquée pour les Sud-Africains, notamment les Noirs, parce qu'ils étaient très martyrisés durant cette période-là. On se rappelle, en 1991, le président sud-africain Frédéric de Klerk a annoncé son intention de mettre fin, disons, au régime de l'apartheid, et c'est 3 mois plus tard ou 4 mois que cela a pu se faire. Alors, on a mis fin au régime de l'apartheid, mais cela a pu se faire également sur conjonction, si je puis dire, de plusieurs facteurs effectivement, avec... on se rappelle, Nelson Mandela, tout à l'heure, je l'ai évoqué. Il y a également d'autres facteurs ou d'autres personnalités qui étaient là, qui étaient contre, disons, ce régime de l'apartheid et qui étaient prêts à ce que ce régime-là disparaisse pour qu'enfin qu'on ait cette nation qu'on appelle aujourd'hui la nation arc-en-ciel ou l'Afrique du Sud, tout simplement. Une belle nation. Merci. Abdourahmane Ly, à la semaine prochaine. Inch'Allah. Ailleurs à Touba, ville incontournable, la capitale du mouridisme s'apprête à célébrer le Grand Magal. Un Magal dans un contexte de pandémie du coronavirus, d'où les multiples campagnes de sensibilisation pour éviter toute contamination au Covid-19, Takal sa masque ngir roy Serigne bi, une instruction suivie par un bon nombre de mourides. Les fidèles magnifient d'ailleurs la démarche du khalife général des mourides. Reportage sur place, Gorandaklo et Tcherno Faye.
Le port de masque à Touba en cette période de Magal, un acte obligatoire avant d'accéder dans certains lieux saints tels que la grande mosquée, la résidence Khadim Rassoul, entre autres. Une consigne donnée par le calife général des Mourides qui, dans ce contexte de pandémie du coronavirus, n'a jamais cessé de sensibiliser les fidèles. Une instruction suivie par bon nombre de Mourides rencontrés dans la cité religieuse. Nous suivons les consignes du Khalif. Nous allons respecter toutes les mesures éditées contre la pandémie. Du moment où le Khalif a donné des consignes, tout mouride doit prendre ses dispositions avant de venir à Touba. Éviter toute contamination au Covid-19 en cette période impose des règles d'hygiène, d'où l'important dispositif sanitaire déployé par le comité en charge de la gestion de la grande mosquée qui multiplie les efforts et les stratégies de lutte contre le coronavirus aux alentours de la grande mosquée de Touba. Nous avons tenté de faire l'expérience, comment tenir les gens à respecter le port du masque obligatoire au sein de la grande mosquée de Touba durant son siège, et aussi de faire des distanciations physiques, pour ne pas dire sociales. Donc nous avons mobilisé beaucoup de membres, plus de 2500 membres au sein de la grande mosquée de Touba et aux alentours, pour que les visiteurs vont respecter ce protocole sanitaire mis en place depuis le commencement de la pandémie du coronavirus. Takal sa masque ngir roy Serigne bi, un slogan lancé par le comité de riposte et de prévention des épidémies à Touba, un engagement qui ne laisse pas indifférents certains fidèles mourides qui à leur tour estiment que seul le ndigal compte. ñëpp dégg nañ li nga xamante ne moom la ci def li ci des nag mooy ñun ay ndaw lañ yoo xamante ne ndigal moo ñu bàyyi fii ñu nekk li sëñ bi digle moom ala kulli xaalin danañ fexe ba ñëpp wàccoo sàmmonte ak moom. Nous sommes des jeunes et nous agissons sur le ndigal. Donc toutes les consignes données par le khalife, nous allons les faire respecter à la lettre. Que ce soit dans la mosquée, au niveau des mausolées, nous ferons respecter toutes les mesures barrières. Pour beaucoup, il semble impossible, mais nous avons la ressource humaine pour faire le travail. Et après le Magal, nous allons faire une évaluation. À quelques heures de la célébration du Grand Magal, Touba se barricade et suivent les consignes du calife général pour un Magal, 0 cas de contamination au Covid-19. Tranche de vie. L'incontournable ou l'homme incontournable, puisque nous restons à Touba, de cette fin de semaine et celle qui arrive, est le 8e khalife général des Mourides. Tranche de vie donc s'intéresse à Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, son portrait avec Oumar Kane. Reconnaissable par sa barbe blanche et sa démarche lente qui témoigne du poids de l'âge, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké est né en 1933 à Darou Kayel, une localité à 13 km de Touba. Le fils de Serigne Mouhamadou Bassirou Mbacké ibn Khadim Rassoul est l'actuel khalife général des Mourides. Une mission qu'il mène depuis 2018 suite au rappel à Dieu de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Alhamdulillah wa salla bada ala alladhi bi lana al-huda bada sayyidina Muhammadin wal ali wa sahbihi sayyidina walil wali hada wa in al-yawma dhu tawassul lahu bi asma'i sawi tabaddul. Homme de confiance de son prédécesseur, Serigne Mountakha avait la charge de superviser les grands chantiers de Touba. waaye liggéey bi réy na yaatu na te il faut que mu yóbbu ko fa mu ko jëmee jëmul fenn gis ba ci war a jëm kon nag jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf liggéey baa ngoog ñaan dong leen ci dolli yàlla kattan nañu ak ñu mën a wuutu yàlla kattan leen ñoo ñëwutu ñooñu yàlla kattan na leen liggéey bi na te nu taawu ko bu mu laa suuf mukk ilaahu kalimatillahi al-ulya ba bis bi ci ba bis bi ci ba
ba bis ba jiba fa sëñ Tuubaa di demoo ba bis ba jiba fa sëñ Tuubaa demoo yàlla alhamdulilah yàlla boole ca noonu foofee muy demoo yàlla na yàlla boole. Courtois et jovial, Serigne Mountakha Mbacké, khalife de Porokhane, est aussi un homme ouvert et disponible. En 2005, sur ordre de Serigne Moustapha Bassirou, Serigne Mountakha Mbacké ouvre le Dara des homonymes de Mame Diarra Bousso à Porokhane. 14 ans plus tard, plus de 200 jeunes filles âgées entre 5 et 15 ans y sont sorties. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. En plus de la maîtrise du Coran, elles sont formées aux différentes techniques d'autonomisation. À Porokhane toujours, on lui doit la rénovation du mausolée de Sokhna Mame Diarra. Serigne Mountakha Bassirou est un adepte convaincu du ndigal, une soumission qui lui a valu la confiance de Serigne Saliou Mbacké, le dernier fils de Cheikh Ahmadou Bamba, au califat. Cette confiance s'est renforcée tour à tour avec Serigne Bara Mbacké et Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, de par sa désignation comme représentant lors de certains événements importants de la vie de la communauté mouride. À l'image de son père, il est un grand érudit, homme de culture dont la conduite exemplaire est une référence pour les descendants de Khadim Rassoul et de tous les disciples. Le diplomate est là, un peu tard, mais il est quand même là. Samba Gadigo, professeur de français et de littérature africaine à Mount Holyoke College aux États-Unis, observateur de la vie politique américaine et biographe de Sembène Ousmane. Bonsoir, Samba Gadigo. Bonsoir, M. Khan. Le fait que Donald Trump, qui est candidat à sa propre succession, soit testé positif au Covid-19, peut-il être considéré comme un tournant majeur en vue de la présidentielle du 3 novembre face au démocrate Joe Biden? Ben écoutez, normalement, ce n'aurait pas été le cas, mais j'insiste sur normalement parce que depuis 2016, rien n'est plus normal. Le cas que vous évoquez ici a été déjà prévu par la Constitution américaine, donc le 25e amendement qui a été ratifié dans les années 60. Il y a des cas qui peuvent être cités, par exemple en 1963, après l'assassinat de John Kennedy, évidemment. Oui. Samba Gadigo. Oui, Samba Gadigo, que nous retrouverons probablement tout à l'heure, quelques difficultés dans la liaison. Oui, Samba Gadigo. Oui, donc je disais aussi en 1974, quand Nixon... Oui. Oui, Samba Gadigo. Apparemment, on vous appelle sur une... Oui, allez-y. Oui, et si je dois donner d'autres exemples, plus près de nous, en 1967... oui, pardon, en 1985 plutôt. Et ça, c'est un cas très, très intéressant parce que Ronald Reagan devait avoir une colonoscopie, donc qui exigeait une anesthésie. Et il a cédé le pouvoir au vice-président Bush, mais ce pouvoir n'a duré que pendant 8 heures de temps.
Donc c'est pour vous dire que il y a la Constitution, il y a des provisions qui sont mises en place et que normalement, le passage d'un président qui est malade ou mort au vice-président, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Oui, aujourd'hui quand même, ce président, il est candidat à sa propre succession, Donald Trump, et il est hospitalisé. Est-ce que ça peut être un tournant dans cette campagne qui va nous mener, bien entendu, au scrutin du 3 novembre prochain? Non, ça ne devrait pas, parce que si c'est lui-même qui doit en fait prendre l'initiative d'écrire au Congrès américain et au Sénat pour dire qu'il était incapable de poursuivre ses charges, que ce soit d'une manière temporaire ou bien d'une manière permanente. Et à partir de ce moment, automatiquement, le vice-président doit prendre le pouvoir. Mais le problème dans le cas de Trump aujourd'hui, c'est qu'on ne sait même pas dans quelle situation il se trouve. Oui, mais il dit qu'il se sent bien. Il dit qu'il se sent bien. Il se sent mieux, ça c'est ce que dit son médecin traitant. Oui. Mais le chef du personnel de la Maison-Blanche, Mark Meadows, vient de démentir cette déclaration du médecin. Donc, ce qui ajoute encore beaucoup plus d'éléments au chaos qui existe. On ne sait pas en ce moment dans quelle situation il se trouve. Et vous avez certainement vu hier le Parti républicain qui essaie de soigner un peu l'image du président en le montrant dans une vidéo en train de parler au public américain. Donc, pour me résumer, il y a des provisions, il y a le 25e amendement qui est sur place, mais avec Trump, il n'y a plus de normes. Pour répondre à votre question, on ne sait pas quelle va être la suite. Oui, Biden pourrait profiter de l'indisponibilité de son adversaire qui est plus préoccupé à se soigner qu'à battre campagne, surtout qu'il y a une situation de confusion, vous en parliez tout à l'heure, mais Trump pourrait aussi, je ne sais pas si c'est votre sentiment, pourrait aussi tenter de capitaliser sur sa capacité de résilience s'il s'en sort, bien entendu. Comment les électeurs américains réagissent-ils face à ce scénario à la limite hollywoodien? Oui, vous avez bien raison de dire hollywoodien, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui se passe là qui est sans précédent. C'est vrai que Biden est en train de continuer sa campagne. Il est allé faire des campagnes hier. Évidemment, Trump reste encore à l'hôpital, mais si vous regardez l'extérieur, par exemple, de Walter Reed Hospital, eh bien, il y a les partisans de Trump qui ont campé pour lui apporter son soutien. Donc, c'est pour vous dire que rien n'est encore décidé. Au moment où je vous parle, eh bien, la campagne bat son plein, évidemment, avec Trump in absentia. Alors, si on vous suit aujourd'hui, il y a deux choses, Samba Gadigo. Il y a d'abord le président des États-Unis d'Amérique qui est aujourd'hui indisponible. Comment gérer cette période au niveau institutionnel? Et de l'autre côté, nous avons une campagne électorale qui est en cours et qui va aboutir à une élection qui est prévue le 3 novembre. C'est cela? L'élection ne va pas être reportée, elle a déjà été confirmée. Et en fait, il y a deux débats qui étaient prévus entre les deux présidents. Le premier débat a déjà eu lieu. Le deuxième devait avoir lieu le 15 octobre dans l'État du Michigan. Et le dernier devait avoir lieu le 25 octobre dans l'État de Tennessee. Et autant que je sache, la commission électorale a encore maintenu ces deux rencontres-là. Évidemment, en plus du débat entre les deux vice-présidents qui est prévu pour le 7 octobre. Donc tout est en place en ce moment, mais comme je vous l'ai dit, c'est une véritable incertitude qui règne autour de cette situation-là. Oui, c'est ce que je disais. Incertitude d'abord sur ses fonctions et ses responsabilités de président. Incertitude sur le candidat. Incertitude sur le candidat. C'est-à-dire que ce que comme les démocrates pourraient faire si à la dernière minute il s'avérait, bien sûr que Trump ne pouvait pas continuer cette campagne-là, il faudrait que les républicains décident de nommer un autre candidat. Mais on sait qu'il nous reste moins de 4 semaines dans ce processus électoral. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a que Trump qui doit, dans un premier temps, c'est Trump qui doit prendre l'initiative d'écrire au Congrès et au Sénat pour dire qu'il est incapable et que donc Mike Pence doit le remplacer. Mais on n'en est pas encore là. Et l'autre chose aussi, c'est que son incapacité, c'est une autre hypothèse, pourrait être constatée.
s'il y avait une transparence au niveau de la Maison-Blanche. Jusqu'à présent, Mamoudou, on ne sait même pas quel jour précis il a reçu les résultats positifs de son test. Il y a des gens qui disent qu'il l'a reçu depuis le jeudi et qu'il est en train de cacher, alors que le public américain n'a été informé que le vendredi. Donc il y a une sorte de gap dans les informations que nous recevons. Et le seul moment où on a vu ça dans l'histoire des États-Unis, autant que je sache, c'était en 1919, quand le président Wilson a souffert d'une crise cardiaque. Il a été paralysé et il était presque aveugle. Et la Maison-Blanche a gardé tout cela secret jusqu'à la fin de son mandat. C'est le seul scénario qui existe dans les annales de l'histoire américaine. Alors, Trump peut-il perdre au vu de ce scénario? Autrement dit, Biden peut-il gagner cette présidentielle? J'aime bien la manière de vous poser la question parce qu'au moment même où je vous parle, les sondages sont à 49% pour Biden et 42% pour Trump. Donc, évidemment, il y a ce qui complique les choses aussi, comme vous le savez, c'est qu'on peut gagner les votes populaires aux États-Unis et perdre au niveau des collèges électoraux. Et on l'a vu avec Bush-Gore en 2000, ce scénario-là pourrait se répéter. Donc, ceci, véritablement, Mamoudou, sans exagération, c'est, si vous voulez, les élections les plus dangereuses, les plus incertaines dans l'histoire des États-Unis. Tout est possible en ce moment. Bon, Trump peut se relever et remonter dans les sondages et gagner les élections. Mais en ce moment, au moment où je vous parle au temps T, je crois que c'est Biden qui est le gagnant. Du moins à partir d'aujourd'hui. Très bien. On va quitter un peu ce suspense à la Hitchcock. Samba Gadigo, il est prévu de parler de votre initiative Sembène à travers l'Afrique. Je rappelle que vous êtes professeur de français et de littérature africaine aux États-Unis. Depuis quelques années, 2017 plus précisément, vous menez cette initiative. Qu'est-ce qui motive donc ce concept? Ben, écoutez, c'est un devoir de mémoire. Parce que, bon, comme on dit bien chez nous, on n'est jamais roi ou prophète chez soi. Mais je crois que depuis 1963, quand Sembène a pris la caméra pour la première fois jusqu'à sa mort en 2007, il a non seulement balisé le terrain du cinéma africain, mais il a gagné le titre de père du cinéma africain. Cette paternité est contestée, certes, parce que Sembène n'est pas le premier à avoir pris la caméra, mais je crois que Sembène est le premier à avoir pris la caméra en Afrique pour les Africains, faire des films pour l'éducation des Africains, pas des films à la Hollywood. Et je crois que la leçon de Sembène, c'est en fait de nous restituer nos propres histoires qui nous ont été enlevées pendant la période coloniale. Et je crois que c'est ce qui fait l'importance de Sembène dans l'histoire du cinéma africain et du cinéma du monde, en fait. Et au programme, la projection des films Le Mandat et Khala, ainsi que votre documentaire intitulé Sembène, tout simplement. Pourquoi ce choix et pour quel message? Donc, si vous voulez, Sembène, le documentaire, c'est en fait permettre aux téléspectateurs d'avoir une idée de la vie et du travail de Sembène et surtout de sa vision. Ensuite, maintenant, pour illustrer cette vision-là, qui est bien sûr la liberté, la justice sociale et le panafricanisme dans tous ces films, eh bien, on a utilisé deux films qui illustrent cette thématique-là. C'est Le Mandat qui a été fait en 1968, qui est en fait un film culte, le premier long-métrage fait dans une langue nationale africaine. Et ensuite, nous avons Khala, qui a été tourné en 1974, un film historique qui illustre la passation de service entre l'administration française et l'administration sénégalaise à la Chambre de commerce du Sénégal en 1970. Donc voilà deux films cultes, tous les deux en Wolof, donc qui parlent directement au public sénégalais et qui, à mon avis, est un miroir qui est tendu au peuple sénégalais, au peuple africain, pour que nous voyions nos propres forces et nos propres tares. Et pour terminer, comment va se dérouler le programme cette année avec cette période de pandémie? Oui, d'habitude, les trois premières éditions, évidemment, on avait des projections en présentiel. En 2017, par exemple, on a couvert 38 pays dans tous les coins du nord au sud, de l'est à l'ouest. Deuxième année, c'est la même chose. Mais cette année-ci, justement, comme vous y faisiez allusion, à cause de la pandémie, on va avoir des projections hybrides.
dans le sens où on aura des projections en présentiel là où les conditions requises sont satisfaites, c'est-à-dire distanciation, port du masque, etc., etc. Et quand cela est impossible, nous ferons des projections et des discussions en ligne. Et au moment où je vous parle, nous avons 3 bureaux qui s'y occupent. Il y a un bureau à Dakar qui est le West Africa Research Center, il y a un bureau à Douala et il y a un bureau à Nairobi. Très bien. Et ça donne Sembène à travers l'Afrique. Merci Samba Gadigo. Je rappelle qu'il est professeur de français et de littérature africaine aux États-Unis. Nous avons parlé avec vous de la présidentielle américaine avec un président sortant, candidat à sa propre succession, Donald Trump, qui est malade parce qu'il a chopé le coronavirus. Et puis, nous avons également évoqué l'initiative Sembène à travers l'Afrique. Merci. La vie des plantes, nous continuons notre exploration de la flore sénégalaise. Chaque semaine, Kessendour nous présente un arbre, une plante ou une fleur, son aire de répartition, ses vertus, ses inconvénients. À l'heure où notre environnement ici menacé, le but est de mieux comprendre ces êtres qui nous entourent. La plante du jour, le rognier, reportage. Cette semaine encore, direction le jardin botanique de l'Université de Dakar. Sur les 3 hectares que compte la zone, quelques rogniers sont à l'étude. Cet arbre, dont la hauteur peut aller de 20 à plus de 30 mètres, présent principalement au Sénégal, dans les régions de la Casamance, du Sine Saloum, de Thiès et du Sénégal oriental, est très résistant et très prisé des populations. Abdoulaziz Camara, docteur en botanique et conservateur du jardin, a accepté de nous le faire découvrir. Alors, par exemple, ici, on voit que le tronc est un petit peu particulier. Est-ce que c'est propre au rognier borassus? Oui, ça c'est propre au rognier borassus, parce que là, vous avez une partie du pétiole. Ça entoure le tronc, il embrasse carrément le tronc. Quand la plante est jeune, souvent, vous voyez les feuilles, mais vous ne voyez pas le stipe, c'est la tige. La tige est appelée stipe. Souvent, ça met jusqu'à 8 ans avant que la tige n'apparaisse. Mais à l'état adulte, si vous voyez des rogniers à l'état adulte, vous voyez que le pied s'est débarrassé des restes de ce pétiole-là. Parce que celui-là, il est encore jeune. Une fois les feuilles tombées, et après l'âge de 40 ans, les hommes utiliseront son tronc dans la construction pour le bois d'œuvre et les charpentes. Et comme dans le rognier, rien ne se perd, les feuilles, elles, serviront à la fabrication de meubles, de nattes, de chapeaux ou encore de contenants. Ce jour-là, M. Camara nous a apporté un objet fabriqué à base de rognier. Pourquoi est-ce que c'est fait, ce panier? Et comment on le travaille? Voilà, il est fabriqué à partir des organes de la feuille. Les pétioles là, les pétioles dures qu'on appelle fibres, c'est elles qui sont utilisées pour le tissage de ce palmier. Mais vous voyez que sur le rebord, il a utilisé une partie du limbe. Ce qui fait qu'au niveau de caisse, souvent, les palmiers ne dépassent pas 20 mètres. Il y a un effet sur la croissance de ces individus-là. Au jardin botanique de l'UCAD, la fin de l'été n'est pas propice à la récolte des fruits mûrs, des fruits riches en sucre, en acides aminés et également utilisés dans la médecine populaire. Chez le borassus, il y a des pieds mâles et des pieds femelles. C'est ce qu'on appelle plante dioïque. Voilà. Mais souvent, dans l'exploitation du bois, c'est le pied mâle qui est exploité parce que les gens pensent que le pied mâle a un cipe beaucoup plus dur. Vous savez, les femelles ont une fonction d'être une des plantes qui participe à l'alimentation humaine. C'est-à-dire le mésocarpe, la fibre, elle est comestible. Vous avez quand le fruit mûrit, quand il tombe, les graines, quand ils vont germer, le cotylédon est comestible. La première feuille juvénile également est consommée par les personnes. Sans compter qu'à l'état d'immaturité, la gelée est très appréciée aussi par les populations. Il existe 2 sortes de rogniers, les Borassus aïchopom et les Borassus acacie. Au Sénégal, à l'état naturel, nous n'avons jusqu'ici observé que des rogniers de type aquiacie.
Et si les deux espèces ne présentent que très peu de disparités, elles ont comme point commun le besoin de voir leurs feuilles au soleil et leurs racines dans des sols alluvionnaires et donc très riches, notamment en eau. Alors, un petit conseil avant de quitter le jardin botanique. Si vous cherchez l'eau dans une zone aride, si vous apercevez des palmiers, foncez vers ces palmiers. Soit il y a une rivière, soit la nappe phréatique n'est pas profonde. Bon à savoir. Bonsoir Kesen. Bonsoir Mamoudou. Le rognier est l'une des plantes sans doute des plus utilisées dans notre région. On l'a vu dans le reportage, aucun membre de la plante n'est gaspillé. Est-ce que tous ces usages ne mettent pas l'espèce en péril? Effectivement, le rognier est extrêmement utilisé et ce, depuis la nuit des temps. Et oui, ça porte atteinte à sa longévité, à sa durabilité, je dirais, parce qu'on utilise toutes les parties de l'arbre, du tronc jusqu'aux fruits, et que par conséquent, cela non seulement freine la croissance des individus, mais également empêche leur reproduction. Il faut savoir qu'un rognier peut se reproduire à peu près à partir de l'âge de 20-25 ans. Avant cela, il est tout bonnement stérile. Si on ralentit sa croissance ou si on l'empêche d'atteindre cet âge-là, il ne pourra jamais se reproduire. Sans compter que le travail que l'on effectue à partir des feuilles, on l'a vu ici sur un panier dans le reportage, mais ça vaut également pour tous les meubles qu'on peut utiliser, faire confectionner les objets de décoration, les nattes, les chapeaux et autres en fait. Tout cela freine la croissance de l'individu. Les graines, en plus, ont tendance à devenir stériles de par cette surexploitation. Et forcément, il y en a de moins en moins. Et quand on sait qu'il faut 40 ans avant de pouvoir utiliser le tronc de l'arbre à des fins de construction, par exemple, on se dit que dans quelques années, il n'y aura plus tellement de rognier à utiliser si on continue à l'exploiter à ce point-là. Donc c'est vrai que c'est extrêmement dommage. C'était un arbre relativement représentatif de notre région. On le voit de loin, comme l'a dit également le docteur en botanique dans le reportage. C'est un très bon indicateur en zone aride de la présence d'eau. Donc il nous est vraiment utile dans un nombre de domaines incalculables. Et aujourd'hui, c'est vrai que sa population tend à diminuer malheureusement. Et il est protégé de ce fait par plusieurs codes forestiers. J'espère qu'en vous écoutant ce soir, il y aura une mobilisation générale pour protéger encore davantage le rognier. C'est très important, oui, de protéger le rognier et toutes les autres plantes. Pour ça, il faut bien les connaître. C'est pour ça qu'on fait ces reportages, savoir ce que l'on peut couper, ce que l'on peut extraire d'une plante, à quel moment, et ne pas le faire de manière intempestive, ou alors dans quelques années, nous ne serons plus entourés que de béton. Merci, Dieu nous en préserve. Kesen, la semaine prochaine, je vous laisse réfléchir sur la plante. Oui, tout à fait, mais vous verrez, on a déjà une liste qui est relativement longue, donc dans les semaines à venir, vous risquez de découvrir plein de nouvelles choses. À dimanche, allez vous reposer puisque vous vous réveillez très tôt demain, toc toc, à 6h30. Avec plaisir, le rendez-vous est pris et demain, toc toc, un petit peu spécial avec nos équipes qui sont déjà parties à Touba. Ne le ratez surtout pas. Bonne semaine, bonne humeur. Qui a dit que le début de semaine devrait forcément être difficile? Entre rituels, bien-être, petites sorties en famille ou petit déjeuner gourmand, il y a plein d'astuces pour démarrer la semaine du bon pied et garder ainsi le sourire jusqu'à la fin. C'est le 4e numéro de votre rubrique Bonne semaine. Bonsoir Ndeye Nancy Diouf. Bonsoir Mamadou et bonsoir à tous les téléspectateurs de ITV. Nous sommes dimanche et une nouvelle semaine redémarre dans quelques heures. Remarque, de nos jours, les femmes veulent tout faire à la fois et à la perfection. Être mère, être épouse et gérer une entreprise, c'est loin d'être évident. Cependant, avec un minimum d'organisation, c'est possible d'arriver à tout concilier semaine par semaine. C'est du moins l'avis de notre invitée du jour, Madame Ka Kourandiaï. Je vous propose de l'écouter. Avant tout, il faudra un excellent planning la veille. Moi, je prépare mon planning le dimanche soir.
Et puis ensuite, je passe à l'attaque le lundi. C'est pas chose facile, mais avant tout, j'ai une belle famille très, très compréhensive et impliquée. Alors, le matin jusqu'à 18h, c'est Madame K, responsable communication. Et à partir de 18h, là, c'est Madame K, tout court, la maman de 2 petits garçons. J'ai un mari qui est assez compréhensif, une belle famille extraordinaire, hyper impliquée. Donc, du coup, c'est pas très compliqué. Passer une bonne semaine, être productif et motivé ne peut se faire sans passion. Donc, il est essentiel d'aimer son travail. Tout d'abord, il faudrait être vraiment, mais vraiment motivé et être passionné de ce que l'on fait. Donc, du coup, on travaille, on y prenant du plaisir. C'est le conseil que je donne. Il faut être passionné et motivé pour pouvoir travailler plus tôt. Nous avons une semaine assez chargée et pour ça, il faut un bon planning. Surtout que ces temps-ci, nous venons de lancer une application au nom de Mourid Pro. Je suis sur le terrain qu'au bureau. Donc, je bouge beaucoup. J'ai une semaine effectivement assez chargée. Alors, Nancy, quelle astuce vous nous proposez aujourd'hui à quelques heures du début de la nouvelle semaine? Alors, il faut savoir qu'une bonne semaine passe avant tout par un bon week-end. Donc, même si vous travaillez durant les week-ends, il est important d'éviter d'accomplir le même volume de travail. Reposez-vous et ne planifiez pas votre réveil aux aurores car une nuit complète de sommeil est réparatrice et vous permettra de redémarrer une nouvelle semaine en beauté. Profitez aussi de votre week-end pour faire des activités que vous voulez comme aller à la plage, aller au cinéma, au restaurant. Pourquoi pas faire des sorties en famille ou en amoureux. Et vous verrez que lors de votre retour au bureau, vous vous sentirez beaucoup plus décompressé, de quoi redémarrer une nouvelle semaine avec plein d'énergie et de motivation. Très bien, on a pris bonne note, Nancy. Merci, à dimanche prochain. Merci à vous. Excellente semaine à tous les téléspectateurs de ITV. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. C'est la fin de cette Total Dimanche. Réalisation Masmoup, rédaction Omar Khan. Merci à toutes les équipes techniques et de journalistes qui ont contribué à cette émission, ce rendez-vous incontournable du dimanche, la Total Dimanche justement. Juste après, ce sera le journal du Magal, comme vous le savez. Tous les chemins mènent à Touba, Magal prévu le 6, mais tous nos programmes sont consacrés à cet événement depuis bientôt une semaine. Et à 21h30, nous resterons à Touba avec un direct, un plateau dans la capitale du mouridisme. Notez bien demain, 6h30, toc-toc consacré à ce grand Magal avec Boubacar Diallo et son équipe. Aïssata Ndiaye à 5h45 pour Dakar Direct sur votre radiovision e-radio et puis le passage de témoin, ne le ratez pas. Il est devenu légendaire entre Boubacar Diallo et Aïssata Ndiaye à 6h30 du matin. Merci, bonne soirée, excellente semaine et très bon Magal. Gardez la forme comme nous. Au revoir.